Tu te rappelles Silverhawks? Non. En 2019, quand Hal a fait son bad buzz pour avoir dit du mal de cette extraordinaire et inoubliable série qu'est Ben 10, il y a un commentaire qui revenait tout le temps sous sa vidéo. Non. Aussi, mais pas ça. J'ai du mal avec l'argument Ben 10, ça a le droit d'être nul parce que c'est pour les enfants. Comme nous répondions à l'époque, nous faisons depuis des années des critiques positives de séries qui sont tout autant pour les enfants si ce n'est plus. Certaines s'adaptent au public cible en ayant des intrigues simples, peu plaisantes pour les adultes même si l'enjeu est de sauver la ville de sorciers maléfiques. D'autres se contentent de décrire la vie quotidienne d'une tortue qui sait compter 2 par 2 et lasser les chaussures qu'elle n'a pas. Ces séries effectivement sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont pour les enfants, et il faut bien avoir ce fait en tête pour les apprécier. Mais elles ne sont pas nulles. Donc, être pour les enfants ne rend pas nécessaire d'être nul. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire nul? C'est une vaste question que Hal explore depuis 14 ans et à laquelle il répondra mieux que moi. Donc je vais lâchement éluder la question et me pencher sur une autre, un peu plus précise, mais pas forcément plus facile. Qu'est-ce qui me permet de savoir que le plaisir que j'éprouve à regarder une série, je le dois vraiment aux efforts que les auteurs de cette série ont fait pour que j'en éprouve? Et quoi de mieux pour répondre à cette question qu'une série qui se dispense, au motif d'être pour les enfants, d'avoir une cohérence, une vraisemblance et une profondeur, mais transmet quand même à travers son écriture suffisamment de passion et de motivation pour qu'on n'ait pas le sentiment de se faire voler son temps. Laissez-moi donc vous parler de Silverhawks. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette série petite et beaucoup de plaisir à la revoir, mais j'ai tout de même sacrément hésité à vous en parler. Parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un peu... bon d'accord, extrêmement con. Même pas, comme j'ai dit pour Goldorak, du bon débile, façon délire de copains bourrés le samedi soir qui ont couché leurs idées sur papier et se sont dit le lendemain que ça ne ferait pas rire que... Non, de toute façon, c'est pour les enfants, donc on n'est pas obligé d'utiliser notre intelligence. Je me suis vraiment décidée quand j'ai constaté, d'une part, qu'en dépit des visuels très marquants et de l'ambiance atypique, pas grand monde de ma génération ne se souvenait de cette série, et d'autre part que ceux qui s'en souviennent en disent plus de mal qu'à mon avis elle n'en mérite. Parce qu'en effet, je le répète, c'est extrêmement con. Mais pas parce qu'on prend les enfants pour des cons, parce qu'on prend les enfants pour un bon public, qui va accepter les trucs extrêmement cons du moment qui sont marrants. Les efforts fournis pour cette série n'ont pas été investis dans la conception d'une intrigue principale en béton, de personnages complexes ou d'un univers à peu près vraisemblable, ni dans un humour particulièrement inventif et marquant, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'efforts. Et si ce dans quoi ces efforts ont été investis, à savoir l'ambiance et les péripéties, est rarement ce qui me fait préférer une série à une autre, celle-là de série me démontre que ce ne sont pas des ingrédients négligeables pour faire quelque chose de divertissant. Les éponymes Silverhawks sont une police de l'espace spécialisée, envoyée depuis la Terre pour faire régner l'ordre dans la galaxie de Limbo, je reviendrai sur le terme galaxie, une espèce de Far West de l'espace colonisée par des créatures en tout genre et n'ayant pas de représentant de la loi propre, ce qui fait que la Terre est obligée de lui prêter ses propres forces de gendarmerie. La série qui, bien qu'elle ait une chronologie et constituée d'épisodes parfaitement autonomes, va nous raconter le quotidien de cette gendarmerie. Un épisode type commence généralement sur les méchants exposant leur plan du jour, visant soit à leur rapporter de l'argent, soit à augmenter leur puissance de feu, soit à obtenir le pouvoir absolu dans tout Limbo, ce qui est leur objectif à long terme. Nous, spectateurs, allons donc assister à la mise en pratique du plan annoncé et à l'intervention de la gendarmerie terrienne pour le contrecarrer. Je dis gendarmerie car ils sont clairement des militaires. En tout cas, ils appartiennent corps et âme à leur métier, et je parle littéralement. Comme le voyage depuis la Terre vers Limbo serait mortel pour tout être humain ordinaire, les nouvelles recrues sont tenues, avant leur prise de fonction, de subir une opération chirurgicale intensive dans laquelle la plupart de leurs membres et organes sont remplacés par des prothèses en métal qui les rendront invulnérables et surtout immortels au sens où ils ne vieilliront plus et pourront rester en fonction des siècles tant qu'ils ne tombent pas sur un criminel assez habile pour mettre fin à leur vie. Quitte à être transformés en cyborg, autant subir au passage quelques améliorations, et les Silverhawks se sont fait implanter des armes à feu à peu près tous les endroits possibles de leur corps, de préférence ceux qui sont les moins pratiques pour viser, afin d'assurer de manière aussi photogénique que possible leur mission de justicier de l'espace, comme les appelle le générique. Ah, le générique. Parlons-en du générique. Allez, Silverhawks, aigle d'argent. Allez, Silverhawks, tous les méchants.
Je crois sincèrement que je dois des excuses au générique de Conan l'Aventurier. Sérieux, arrêtez de parler des méchants dans vos génériques. Personne ne qualifie ses ennemis comme ça dans la vraie vie. Et ceux qui le font doivent davantage mériter ce qualificatif que n'importe qui. Le générique américain, puisque la série est américaine, est bien meilleur. D'ailleurs, son thème est omniprésent dans les épisodes. Je ne sais pas pourquoi on l'a pas gardé, quitte à le franciser. C'est plus facile de l'anglais au français que du japonais au français, et les adaptateurs d'Hikaru no Go n'ont eu aucun scrupule, eux. Quoi qu'il en soit, ce thème principal américain, ainsi que tous les autres thèmes musicaux qui agrémentent nos épisodes, constitue une part non négligeable de ce qui fait que l'ambiance fonctionne. C'est une de ces bandes-son qui me font regretter de ne pas avoir les connaissances qu'il faut pour commenter le style musical. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une des preuves les plus flagrantes que des efforts ont été mis dans cette série, c'est que l'ambiance musicale est vraiment plaisante et participe avec les visuels à créer une atmosphère assez unique qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans une série à jouer comme celle-là. Mais donc bref, la galaxie de Limbo. Tout est là. S'il y a un truc que vous pouvez adorer ou détester dans cette série, c'est ça. Les règles d'existence de la galaxie de Limbo donneraient des boutons aux plus nuls des étudiants en astrophysique. Je veux dire, si même moi, je suis capable de me rendre compte que rien n'a de sens dans cet endroit, j'ose pas imaginer l'effet que ça fait à quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'espace et à son fonctionnement. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Car non seulement, contrairement à Flipper et Lopaka, cette série est plutôt pro-science, vantant dans ses épisodes les intérêts des avancées technologiques et de l'exploration spatiale à un degré qui est totalement déstabilisant pour les sensibilités d'aujourd'hui et qu'il était même déjà à l'époque, j'y reviendrai, mais aussi car, comme c'était la règle à l'époque, chaque épisode se termine par un segment éducatif. Cette série-ci choisit de consacrer les siens à transmettre des connaissances basiques concernant l'espace, les planètes, les étoiles et le fait très bien. Les segments éducatifs sont ce qu'il y a de mieux fait dans la série. Ce qui prouve bien que celle-ci respecte son public et l'estime suffisamment intelligent pour acquérir du savoir. Parce que oui, on apprend réellement des choses dans ces segments éducatifs, comme par exemple le fait que les géantes gazeuses ne sont en fait pas gazeuses partout. Moi je savais pas. Les propos sont clairs, faciles à comprendre, corrects. Certes, il arrive à la VF de donner une information fausse parce qu'elle n'a pas su traduire une phrase qui ne marche qu'en anglais, mais en contrepartie, elle pense à traduire nitrogène par azote, ce qui est bien plus qu'on peut dire de bien des séries beaucoup plus sérieuses qui parlent de ça. Donc c'est clair, l'espace, les auteurs s'y connaissent un peu. Et c'est un sujet qu'ils prennent au sérieux, et traitent correctement quand ils ont l'intention de le traiter correctement. En conséquence, s'ils ne l'ont pas fait dans le corps de la série, c'est qu'ils n'en ont pas eu l'intention. Du tout. À ce stade, il n'y a plus que deux choix. Soit on éteint la télé et on la jette de rage par la fenêtre, soit on part d'un grand éclat de rire et on suit avec plaisir le reste de la série. Et c'est donc ce que j'ai fait, mais pour le principe, je vais tout de même vous présenter cet univers en faisant comme s'il avait du sens. Et ensuite, je vous présenterai ses habitants en faisant comme s'ils avaient du sens. Et pour ne pas maltraiter votre suspension d'incrédulité au-delà de ce qui est raisonnable, j'ai fait appel à un scientifique pour me surveiller. Ce qu'on appelle la galaxie de Limbo, donc, n'est pas une galaxie, étant donné que ce n'est pas un groupement d'étoiles. Ce n'est même pas un système, en fait, puisqu'il n'y a pas d'étoiles tout court pour servir de soleil. Le seul corps céleste incandescent qu'on peut y trouver y est qualifié de lune. En termes de taille, il existe des étoiles plus petites que des géantes gazeuses. Si les deux se tournaient autour, on considérerait peut-être par convention que c'est la planète qui est l'astre central et l'étoile qui est son satellite, même si c'est l'étoile qui est la plus massive. Mais je sais pas si on connaît un cas comme ça, ou pire, un cas de système petite étoile grosse planète qui tournerait autour d'une très grosse étoile. Tout porte à croire que cet astre incandescent tourne effectivement autour de quelque chose. Mais quoi, ça reste à voir. Ce qu'est Limbo très exactement, c'est une poche d'air respirable. Très vaste. Quoi ? Une poche d'air. Oui, il y a de l'air dans l'espace. Les gens peuvent s'y balader en engin volant, respirer et même sauter en parachute, parce qu'il y a aussi de la gravité. Comment ça, de la gravité ? Je sais pas, mais si tu tombes de ton engin volant, tu tombes en bas de l'espace. Mettons qu'il y a un astre en bas de l'espace, comme tu dis. Un astre tellement gigantesque qu'il paraît comme un plancher homogène à l'échelle de la galaxie de Limbo, au-dessus duquel on a une couche de gaz qui tient lieu d'atmosphère à l'ensemble de la galaxie. Je dirais plutôt un trampoline qu'un plancher. Quoi que soit ce truc qu'il y a en dessous, il ne doit pas être très dur parce qu'apparemment, une fois que t'es arrivé tout en bas, tu en es juste quitte pour une bonne marche à pied jusqu'à ce que tu sois remonté sur la bonne planète. Mais en tout cas, il y a un bas de l'espace. Bah, si ça fait tomber les gens et maintient une atmosphère, les autres astres de Limbo devraient logiquement eux aussi tomber en bas de l'espace. Ou alors, je sais pas, ils sont dans une sorte de courant en orbite géostationnaire autour du gros machin qui est en bas de l'espace. Bah alors va savoir pourquoi les gens tombent en bas si c'est comme ça.
puis je sais même pas si c'est physiquement possible d'avoir un corps assez massif pour servir de bas à quelque chose d'aussi gros qu'une galaxie. Bah tu sais, si j'en crois les dialogues, la galaxie de Limbo fait seulement une année-lumière de diamètre. Ah bon, comment ça? La juridiction des Silverhawks, qui couvre tout Limbo, s'arrête à ce qu'ils appellent la frontière de l'année-lumière, une ceinture d'astéroïdes. Au-delà, il y a toujours de l'air, mais l'autorité des Silverhawks n'a plus cours. Du coup, les bandits du coin vont s'y réfugier ou construire des casinos clandestins. Et ils appellent ça une galaxie alors que ça fait seulement une pauvre année-lumière? Normalement ça se compte en milliers, voire en dizaines ou centaines de milliers. Bah de toute façon, c'est pas possible que Limbo fasse réellement une année-lumière de diamètre. Les Silverhawks la traversent de part en part en une journée et ils n'ont pas l'air de voyager plus vite que la lumière. Bah en fait tu crois pas qu'il voulait dire une unité astronomique, sur la distance Terre-Soleil plutôt? Peut-être. C'est assez petit pour être parcouru en une journée avec la technologie du futur, mais assez grand pour contenir 5 planètes. Enfin, 5 planètes... Quoi, c'est 5 ou c'est pas 5? 5 c'est quand tu ouvres ta main entière et... Oui, merci, je sais ce que ça veut dire 5. C'est planète qui me paraît ambigu dans le contexte de la série. Ah, si tu demandes à quelqu'un de la génération qui a été traumatisé par le cas de Pluton, je dirais, dès que ça a un nom de dieu romain, c'est une planète. Blague à part. Il y a une part d'ambiguïté, mais une planète c'est une grosse boule qui n'est ni une étoile, ni le satellite d'autre chose qu'une étoile, sans quoi on dirait que c'est une lune, et qui est à peu près seule sur son orbite et ses environs. En général, elle gravite autour d'une étoile. Oui, voilà. Le petit problème, c'est que je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'étoiles. Donc, pas de soleil. La seule source de lumière des Limbosiens est une gigantesque lampe à UV qu'ils ont installée eux-mêmes, et qu'ils alimentent en énergie au moyen de carburant dont la nature n'est pas spécifiée, mais dont j'espère que c'est pas de l'essence, parce que ce serait con d'avoir installé une lampe à UV pour rendre Limbo habitable et d'empoisonner complètement sa poche d'air. Alors, je sais pas si la pollution est le principal problème, parce que la quantité d'essence qu'il faudrait pour alimenter un soleil serait astronomiquement grande et irréaliste. Ce qui au fond n'est pas étonnant. Le soleil a une puissance d'environ 3,8 x 10 puissance 26 watts, c'est-à-dire qu'il libère ce nombre de joules en une seconde, 26 zéros, tandis que l'énergie libérée par la combustion d'un litre d'essence est d'environ 30 mégajoules, c'est-à-dire 30 millions, 7 zéros. En supposant qu'on ait besoin que d'une moitié de soleil ou d'un quart de soleil parce qu'on oriente la lumière que dans une seule direction, on aurait quand même besoin par seconde de consommer un nombre de litres d'essence à 19 chiffres pour alimenter le soleil artificiel. Bon écoute, ça doit pas être de l'essence. Quoi qu'il en soit, les planètes de Limbo ne tournent autour de rien si ce n'est l'astre gigantesque en bas de l'espace. On va dire que ça tient pas la route d'une façon qui tient la route. Bon, toujours est-il qu'il y a de la place pour 5 planètes, une lune et un soleil artificiel dans le périmètre de Limbo. Les planètes sont Bedlama et Brimstar. Ah mais je t'ai dit, 5 c'est quand on a la main entière ouverte et... J'ai dit il y a de la place pour 5 planètes. En fait, des planètes, il y en a que 2. Les 3 autres sont en réalité des bases sidérales aussi artificielles que le soleil artificiel. Le Limbosien les considère comme des planètes, alors faisons de même. Étant donné que sur les 2 planètes naturelles, il y en a une qui est clairement beaucoup plus grande et grosse que l'autre, mon hypothèse est que l'astre incandescent, Moonstar, tourne autour de cette planète-là, Bedlama, mais suivant une orbite suffisamment vaste pour que les personnages ne l'approchent jamais. De toute façon, il est assez clair que Bedlama est le cœur de Limbo. Comme je disais, c'est la planète la plus grosse. C'est aussi la plus viable, elle a des océans et une atmosphère. Enfin une atmosphère séparée de celle de l'ensemble de la galaxie, je suppose. Je veux dire qu'elle a une couche de nuages et un ciel bleu, ce que n'est pas le fond de la galaxie de Limbo. C'est sur Bedlama qu'est le siège du gouvernement et les villes dans lesquelles réside la population civile de Limbo, composée d'espèces pensantes en tout genre, vraisemblablement venues des 4 coins de l'univers et ayant suffisamment voyagé pour avoir une bonne culture concernant les autres mondes. Ça se voit à leur langage courant, dans lequel ils utilisent des expressions typiquement terriennes. Et les Silverhawks ne seront plus que des pigeons plumés, tous prêts à mettre à rôtir. Ou d'autres qui trahissent une culture intermondiale. Voilà une tempête digne du livre des records de l'espace. La série ne précise pas comment Bedlama s'est retrouvé à avoir une population aussi bigarrée. Mais étant donné que les ressources et les infrastructures de ce système ont toutes l'air d'être fabriquées de briques et de broc à partir de pas grand chose, j'en arrive à la conclusion que plusieurs populations de réfugiés, chassés de leur monde d'origine soit par la surpopulation, soit par la destruction de leur planète, ont trouvé asile dans Limbo et construit de quoi assurer leur survie dans cette poche d'air à la circonférence indéterminée. La base opérationnelle des Silverhawks, Okeven, un satellite en forme de faucon, parce que pourquoi pas, est construite en orbite autour de Bedlama, ce qui prouve bien que c'est censé être le siège de la civilisation dans Limbo. À quelques distances de Bedlama a été construite la planète bancaire, une gigantesque base sidérale en forme de diamant, qui, comme son nom l'indique, sert de banque à Limbo. Il y a une monnaie en vigueur à Limbo, le Limbok, d'ailleurs les billets de banque officiels sont particulièrement énormes, mais l'or et les ressources précieuses sont stockés à la banque. Par stocker, entendez entasser n'importe comment façon entre de smog. Malgré un système de sécurité très sophistiqué, cette gigantesque banque fait régulièrement l'objet d'attaques de la part d'individus mal intentionnés, voulant s'en
s'emparer de l'or stocké dans ses coffres, ce qui fait que c'est plutôt une bonne chose qu'elle ait été construite si près de Bedlama, donc de Oakhaven. Le directeur de cette banque, Lord Check, un nom prédestiné pour un futur banquier, fait donc régulièrement appel à nos justiciers de l'espace pour protéger ses fonds. En fait, il a même une vitre de secours à briser pour ça. La deuxième base sidérale en partant de Bedlama est Automata, une gigantesque banque de données à la taille planétaire, siège de l'intelligence artificielle monotone. Monotone, comme son nom l'indique, n'a pas de personnalité, c'est un véritable ordinateur. Mais elle a tout de même suffisamment d'individualité pour appeler les Silverhawks à l'aide quand elle est menacée. Et si on entre dans son unité centrale, au lieu de circuits imprimés, on trouve un monde virtuel à la Tron. Ne regarde pas comme ça, aucun commentaire à faire. Son rôle dans Limbo n'est pas très défini, mais c'est visiblement sur Automata que sont construits tous les appareils informatiques, robots et autres fournitures technologiques de la galaxie. La technologie de Limbo est très marrante. On peut y trouver des écrans lecteurs de disques, je veux dire des écrans dans lesquels il faut enfoncer le disque pour lecture, d'autres écrans au travers desquels on peut envoyer des rayons, un réseau téléphonique qui permet de diffuser du gaz soporifique à travers le téléphone, même si Furax l'avait pas osé, et de véhicules en forme d'animaux, façon Slugterra, qui ont cette particularité de pouvoir voler dans l'espace en simulant la course. Allez savoir à quoi ça sert. Les robots qu'on croise dans le cadre un peu partout dans Limbo sont des objets ou des personnages selon les besoins du scénario. Certains sont des animaux. On pourrait penser que des robots ouvriers peupleraient la ville qu'on aperçoit parfois sur Automata, mais les personnages n'y croisent jamais personne. Par contre, il y a des humanoïdes organiques qui habitent à la surface, pour chercher de l'or. À l'ancienne, façon je tamise l'eau d'une rivière pour recueillir de la poudre. Ma meilleure théorie est que c'est l'or qui sert à fabriquer les circuits imprimés de toutes les machines. Le surplus se disperse en poussière et retombe dans l'eau qui alimente les turbines d'Automata, ce qui peut permettre de le récupérer. Pourquoi pas? C'est plus économiquement qu'il y a quelque chose qui me paraît un peu douteux là-dedans. Plus loin, à la périphérie de la zone civilisée, se trouve la planète Pénale, une gigantesque base prison où sont enfermés les criminels arrêtés par les Silverhawks. Le directeur de la prison, Verrou, encore un nom prédestiné pour un directeur de prison, s'efforce de prévenir toutes les évasions, mais se soucie tout de même du bien-être de ses prisonniers. On n'est pas des barbares sur Limbo. À l'autre extrémité de Limbo se trouve la deuxième planète naturelle, Brimstar. C'est une toute petite planète en réalité. Elle est intégralement creuse, ce qui fait que ce n'est pas à sa surface que les habitants vivent, mais dans la base souterraine construite dans son sol. Du fait de sa position éloignée des principales infrastructures de la civilisation de Limbo, cette planète est le repère idéal pour les malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Ce sont les méchants principaux de notre série. Je vous en parlerai donc après, mais il faut que je vous parle dès maintenant du chef de tout ce beau monde, Mondstar, dit le maître des planètes, le baron de la pègre locale, et plus précisément de son pouvoir, qui est, lorsqu'il est exposé au rayonnement de Moonstar, de se transformer en une version plus forte, plus puissante, plus cuirassée de lui-même. A priori, une simple exposition suffit à le transformer, mais il a tout de même une installation dans sa planète pour concentrer ses rayonnements sur lui, à condition d'orienter la planète dans la bonne direction pour capter la lumière de l'astre, grâce à des fusées qui sont attachées à la surface de Brimstar. Alors, c'est-à-dire que déjà... Et puis aussi, il y a et où va la cuirasse quand... D'ailleurs, au fond, pourquoi il y a besoin d'un soleil artificiel vu que Moonstar émet déjà de la lumière? C'est de la lumière magique qui transforme les barons de la pègre en grosses brutes. Je suis pas sûr que ce soit très efficace pour faire pousser des fleurs. Bon, il y a des moments où il faut savoir rendre les armes. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie scientifique après la fin de... Maintenant. Ok. Le soleil artificiel, donc, se situe au bout de cet alignement de planètes artificielles et naturelles en bonne position pour éclairer le tout. Il est éteint à la fin de la journée et rallumé au matin. Et c'est comme ça que les Limbosiens ont des jours et des nuits. Ce qui tend à prouver qu'une brève pénurie de carburant n'est pas un aussi grand danger qu'essaye de nous le faire croire l'ingénieur en chef de cette belle installation, le professeur Kilowatt, un brave scientifique à tête d'ampoule qui a l'air un peu fragile comme ça, mais faut pas croire, quand on l'attaque, il s'en laisse pas compter. Derrière le soleil artificiel vient la ceinture d'astéroïdes qui entoure Limbo, la frontière de l'année-lumière. Étant donné qu'il y a de l'air dans l'espace et qu'on peut s'installer n'importe où, un
droïde nommé Harry a construit une gargote sur Souk, l'un des gros astéroïdes. Ce robot est serviable et plein de bonne volonté, mais timoré, ce qui fait que malgré le fait qu'on ne serve jamais d'alcool dans cet établissement, Harry tient à ce que ça se sache, il l'a bien affiché sur les murs, tous les malandrins infâmes susmentionnés s'y retrouvent pour fomenter des complots, vu qu'on ne les chassera pas. Il faut dire que l'ambiance est rigolote. À cause de la faible gravité, les couverts lévitent. Non, je ne sais pas comment les boissons restent dans les verres, et non, je ne chercherai pas d'explication. J'ai suffisamment traumatisé Hal comme ça. Au-delà de la frontière de l'année-lumière, la juridiction des Silverhawks s'arrête. Ils peuvent y faire des descentes à l'occasion, mais ils n'ont pas l'autorité pour arrêter qui que ce soit, ni interdire quelque activité que ce soit. Les jeux d'argent étant vraisemblablement prohibés au sein d'Immo, un autre androïde appelé Pokerdas y a installé son casino, qui est, du coup, la dernière base civilisée de la zone. Et la Terre dans tout ça. Très très loin de Limbo bien sûr, mais si j'en crois les sous-entendus de certains épisodes, très très loin en dessous du bas de l'espace. Vous avez pris tout votre temps, lieutenant. J'ai cru que je rentrais directement sur Terre. Et puisqu'on parle de la Terre, il est peut-être temps de présenter ses envoyés, les éponymes Silverhawks. Les concevoir a sans doute beaucoup moins intéressé les scénaristes que de concevoir Limbo, sa géopolitique et sa société. Car même si ces gens-là ont une personnalité assez définie pour que ce soit satisfaisant, ça ne va pas plus loin. Ils ne vivent que pour leur boulot. Quand ils sont capturés par une machine à hypnotiser qui les piège en leur faisant vivre leur plus grand rêve, ils font tous le même, capturer le grand méchant. Vous allez me dire, encore heureux qu'ils ne vivent que pour leur boulot, vu que c'est tout ce qu'il leur reste, ils ont quand même accepté de se faire transformer en robots immortels pour ça. D'ailleurs, dans leur état, peuvent-ils encore avoir une vie personnelle? Ça semble plutôt évident que non, et en l'absence de démenti, on est obligé de considérer que ce qui est évident est vrai. Mais tout ça n'est en rien présenté comme quelque chose de tragique par la série, qui, comme j'ai dit, est très pro-science et technologie, et l'est peut-être même excessivement. Toute dérangeante que soit leur transformation pour le spectateur, les intéressés étaient volontaires pour la subir, et la vivent assez bien. Il faut dire que ce sont pas des gens spécialement sensibles. Et soyons honnêtes, ce sont pas spécialement des gentils non plus. Ils sont serviables, très soucieux de la sécurité des civils, des faibles et des sans défense, et suffisamment humbles pour accepter de faire les clowns pour distraire la populace le jour de l'indépendance limbosien. Mais à côté de ça, ils sont pas très scrupuleux quant aux méthodes employées pour empêcher les nuisibles de nuire. Pas scrupuleux du tout même. Une comète passe dans le coin? Tiens, détournons sa course pour l'envoyer sur Brimstar et détruire les infrastructures des méchants. Le méchant ne fait rien de répréhensible? Pas grave, allons le contrecarrer quand même, parce qu'après tout, on sait qu'il y a un moment de l'épisode où il le fera. Vous vous dites peut-être que je surinterprète. Mais le fait que les héros se sentent au-dessus des lois est dit explicitement dans les dialogues. Non, c'est impossible, enfin du moins si on s'en réfère à la loi. Dans ce cas, oublions la loi pour une fois, professeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Et plusieurs fois. Si vous ne vous montrez pas, je vous inculpe pour tous les méfaits punis par la loi et quelques autres en plus. Celui qui prononce cette phrase inoubliable est le commandant Stargazer, Arthur de son prénom, un vieux de la vieille. Il fait régner l'ordre dans Limbo depuis 300 ans, mais il commence à se faire vieux. Les composants mécaniques de son corps en or appartiennent à d'anciens modèles qui ne se fabriquent quasiment plus, et il est compliqué de le réparer s'il se retrouve blessé au combat. Bref, il a besoin du renfort d'une bande de jeunes pour faire le travail. On sait que Stargazer est vieux à 3 indices. Premièrement, le fait que les composants en métal de son corps soient un modèle désuet, comme je viens de le mentionner. Deuxièmement, il râle tout le temps, comme un vieux grincheux. Il se fait assez souvent charrier par ses subalternes à ce sujet. Oui, parce que, soyons justes, si Stargazer estime qu'il faut pas s'encombrer des règles et des lois dans certaines situations, il estime également que le protocole militaire est une grosse perte de temps, et du coup, ses subalternes sont autorisés à le vanner. Troisièmement, il a décoré son bureau de manière à le faire ressembler à un bureau de détective tout droit sorti d'un film noir des années 50. Bon, vu que les années 50 étaient passées depuis des siècles au moment où il a pris ses fonctions et décoré ce bureau, je gage que c'est plus par goût qu'autre chose, mais ça renforce son côté vieux barbon qui a roulé sa bosse pendant des siècles et qui a suffisamment d'expérience pour savoir qu'il faut toujours conserver un bazooka dans son bureau au cas où. Au cas où vous vous demanderiez, le bureau en question se situe dans le bec de Hawkhaven, qui, je le rappelle, est en forme de faucon. Si Stargazer est le chef stratégique des Silverhawks, celui qui dirige les opérations sur le terrain est le lieutenant Quicksilver. Quicksilver a la voix de Yoga du Cygne en VF, ce qui est assez perturbant parce que c'est aussi censé être un vieux roublard expérimenté, même si moins vieux et roublard que Stargazer, et que sa voix fait vraiment anormalement jeune. Il faut découvrir ce que cette pièce contient avant qu'il ne soit trop tard. À part ça, c'est le personnage le plus générique de toute l'équipe principale. On ne sait pas grand chose de lui, il n'a pas particulièrement de caractère, et contrairement aux autres membres de son équipe, il n'a aucune spécialité. Mais c'est le chef, et c'est à lui que Stargazer confie les commandes du faucon espion des Silverhawks, Tally Hawk. C'est pas très avantageux pour Quicksilver,
parce qu'en fait, Tally-Hawk est le plus marquant des deux. C'est réellement un faucon qui a subi le même type de transformation en cyborg que les Silverhawks, contrairement aux autres faucons robots de la série qui sont complètement des robots, eux. C'est généralement grâce aux caméras cachées dans les yeux de Tally-Hawk que les Silverhawks sont au courant du méfait du jour des méchants. C'est plus souvent lui que Quicksilver qui sauve la situation. Le fait qu'il existe des technologies capables de le transformer en oiseau géant aide un peu. Le deuxième gradé de l'équipe de terrain est Bluegrass, dit le cowboy, à cause, je suppose, du chapeau de cowboy dont il ne se sépare jamais. Pilote de l'équipe. Il est colonel, mais placé sous l'autorité d'un lieutenant parce que... peu importe. C'est le seul des Silverhawks dont le corps n'est pas muni de petites ailes pour planer sur l'air de Limbo. Ça lui servirait à rien puisque son rôle est de rester aux commandes du vaisseau de patrouille, le Mirage. S'il doit d'aventure explorer en solo, il peut détacher la tête du Mirage pour le transformer en petit astronef qu'il surnomme Rodeo, idéal pour les missions de reconnaissance. Vous le sentez ce besoin de vendre des jouets? Vous le sentez? En dépit de son incapacité à planer en autonomie, Bluegrass est loin d'être sans défense. Il a une guitare. C'est pas une blague. Sa musique est mortelle. C'est pas une blague non plus. Bon, soyons sérieux. Quand il utilise cette guitare, le cow-boy est capable d'émettre des ondes sonores assez puissantes pour détruire ce qu'il a devant lui. Le son étant transmis par l'air dont est rempli l'espace. Enfin, c'est comme ça que je me l'explique. Concrètement, ça se manifeste comme un rayon lumineux en forme de partition, mais je suppose que la forme est une convention graphique, tout comme le rayon d'ailleurs, même si j'ai du mal à m'expliquer comment ce rayon qui n'est qu'une convention graphique fait pour attraper un ennemi et le déloger de sa monture. Je sais que c'est un cow-boy, je sais que c'est censé figurer un lasso, mais c'est une onde sonore qui lui sert de lasso. Quoi que soit cette chose, elle est suffisamment puissante pour servir de moyen de propulsion. Autant dire qu'il vaut mieux pas se trouver sur sa trajectoire. C'est tout de même une arme de jet, dont Bluegrass sera souvent en retrait, en base arrière, à canarder l'ennemi, laissant les autres se charger du corps à corps. En tant que pilote, Bluegrass doit être en mesure de réparer son vaisseau s'il tombe en rade, il a donc des compétences de mécano. Bluegrass est quelqu'un de joyeux, d'avenant, toujours le sourire aux lèvres et une chanson à la bouche. On sait également qu'il est pédagogue car il propose d'apprendre le pilotage au Benjamin de l'équipe, Copper Kid, fournissant un prétexte dans le canon de la série pour avoir les segments éducatifs à la fin des épisodes. À noter que ces segments ont beau être à part du reste des épisodes, ils existent quand même dans la continuité. Dans les épisodes même, on constate qu'au bout d'un moment, Copper Kid a effectivement appris à piloter. Mais bref, c'est Bluegrass qui dispense ses leçons et Copper Kid qui les reçoit. Copper Kid, dit le petit, est, pendant la première partie de la série, le seul des Silverhawks à ne pas être originaire de la Terre. Vraisemblablement, si la responsabilité de la galaxie de Limbo incombe avant tout à la planète bleue, les autres civilisations du cosmos commencent à accepter de mettre la main à la pâte et envoient des représentants de leur espèce rejoindre le corps militaire des justiciers de l'espace. Copper Kid a donc rejoint les Silverhawks en tant que représentant de la planète des mines. Son espèce, comme son nom l'indique, ne s'exprime que par des gestes et des sifflements. Pour faciliter la communication avec ses coéquipiers, Copper Kid s'est tout de même fait installer un synthétiseur vocal qui traduit les mots que ses sifflements ne suffisent pas à exprimer. Cette voix synthétique est meilleure en VO qu'en VF. Est-il prêt? De par son existence, Copper Kid pose un problème auquel la série s'efforce de réfléchir le moins possible. Il a l'apparence d'un enfant. Ses collègues le traitent comme un enfant et le surnomment le petit. On suppose quand même que pour que son espèce l'envoie se faire charcuter et poser des implants cybernétiques pour patrouiller pendant des siècles dans une poche d'air spatial, c'est qu'il doit être assez adulte pour donner son consentement. Et ses collègues le traitent quand même comme un enfant. C'est malaisant quelle que soit l'hypothèse. Soit il est un enfant, et dans ce cas, non seulement c'est un enfant soldat, mais ça veut dire qu'on l'a enfermé pour l'éternité dans un corps d'enfant qui ne grandira plus. Bon, je sais pas si c'est très grave, je sais pas s'ils sont encore capables de baiser dans cet état-là, mais quand même quoi! Soit il est adulte, et dans ce cas-là, il devrait être traité de manière moins condescendante par ses partenaires. Enfin, le gars est tout le temps sur le terrain à arrêter des méchants tout seul. Quelle est votre excuse pour l'appeler petit? Le petit existe clairement pour satisfaire les besoins des petits spectateurs comme moi qui voulaient qu'il y ait un Robin dans l'équipe. Mais là, pour le coup, Silverhawks, ça a beau être une série pour enfants, c'est une histoire d'adultes qui vivent leur vie d'adultes et vont la vivre longtemps parce qu'ils sont conçus pour durer des siècles. Je me sens plus confortable avec moi-même si je considère que Copper Kid est adulte, que c'est juste que l'apparence adulte de son espèce ressemble à celle des enfants humains, et que la particularité de traitement qu'il reçoit de la part de ses partenaires est due au fait qu'il est le premier Silverhawk non humain alors qu'on est aux petits soins avec lui. À part son intrépidité et sa vivacité de réaction, Copper Kid a pour lui des compétences en électronique qui l'amènent à être mis à contribution quand il faut réparer le Mirage. En fait, tout le monde est mis à contribution pour entretenir le Mirage, sauf Stargazer et Quicksilver. Mais les ingénieurs du groupe, qui vont vraiment concevoir les nouveaux équipements et véhicules qui rendront très bien aux jouets, c'est les deux derniers membres de l'équipe de départ, les jumeaux.
Steelheart et Steelwheel, dit les jumeaux, sont, comme leur nom l'indique, jumeaux. Et pas jumeaux à moitié, hein. Ils ont les mêmes compétences, le même caractère, un lien télépathique qui leur permet de résister aux attaques mentales ou de prendre le contrôle de Tally-Hawk en cas d'urgence, l'archétype des jumeaux de fiction. Un accident mystérieux pendant leur transformation en cyborg a rendu nécessaire de leur implanter des cœurs artificiels. Ce détail sert de suspense pendant 3 secondes dans l'épisode 1, puis n'est absolument jamais réévoqué. Cette opération a peut-être un lien avec leur pouvoir, mais rien dans les dialogues ne permet de l'affirmer, et d'ailleurs, leur instinct partagé de jumeaux est évoqué avant même l'accident. À noter qu'entre eux, ils s'appellent par leur nom de Silverhawks et pas par leur prénom, comme ils auraient toutes les raisons de le faire. Bon, Steelheart appelle son frère Will, ce qui a le mérite d'être à la fois son vrai prénom en civil et le diminutif de Steelwheel, mais comme elle-même s'appelle Emily, son frère doit bien faire un choix quand il s'adresse à elle ou parle d'elle à la 3e personne, et il ne donne pas son prénom, il l'appelle Steelheart. Bon, en même temps, elle s'appelle Emily Hart, alors... Ouais, de toute façon, il contourne le problème en s'appelant petit frère et petite sœur la plupart du temps. En tant que personnage à 2 têtes d'ingénieur, les jumeaux ont une originalité. Certes, ils sont très compétents et capables de construire à peu près n'importe quoi, de préférence des choses qui rentrent très bien en jouet, mais de par leur caractère, ce sont avant tout des sportifs. Non seulement ils faisaient du culturisme avant d'être transformés, mais ils sont passionnés par le football américain. C'est plus ou moins leur gimmick. Ils font des métaphores en rapport avec le foot pour se donner des consignes pendant les scènes d'action, se tapent dans la main à la manière d'équipiers et neutralisent leurs ennemis à l'aide de plaquages au sol. Le résultat, c'est que tout brillant ingénieur qui soit, les jumeaux, quand ils sont confrontés à un problème, ont souvent pour solution de taper dedans pour tout débloquer. Ulrich, ton idée c'est pas fino, mais ça devrait marcher. Vas-y. Ok. Grâce au concours des jumeaux, les Silverhawks ne manquent pas de moyens de transport. Ils ont le Mirage bien sûr, ainsi qu'un 2e vaisseau de patrouille, le petit a son propre buggy, et Stargazer, une vieille moto de l'espace. Malgré cette surabondance d'engins volants dans leur hangar, il peut arriver qu'ils se retrouvent sans moyen de transport pour des déplacements d'urgence, soit parce que les engins en question sont cloués au sol pour réparation, soit parce qu'ils ont tous été mobilisés pour d'autres missions en cours. Dans ce cas-là, Stargazer réquisitionne le véhicule du chauffeur de taxi local, Seymour. Oui, un taxi de l'espace, vous êtes plus à ça près ? Seymour est potentiellement inspiré de Space Cabby, le personnage de DC. C'est un brave gars ce Seymour. Accepter de transporter les Silverhawks n'est pas du tout rentable pour lui. Il faut à chaque fois qu'il remplisse un formulaire que Stargazer se charge d'envoyer à l'état-major des Silverhawks, et le temps que toute la procédure se fasse, il peut se passer des jours avant que Seymour ne soit payé pour sa course. Il ne se prive pas d'en faire la remarque, et de protester avec véhémence contre la lenteur de la rémunération. Mais il ne refuse jamais pour autant de servir de transport à nos héros. En remerciement, Steelheart et Steelwheel lui font l'entretien et la réparation de son taxi gratuitement. Donc au final, tout le monde y trouve son compte. Quoi qu'il en soit, cette histoire de rémunération est assez représentative de ce qu'est Seymour. Il râle beaucoup. Son gimmick est de dire « est-ce que vous pigez ?» Ben, faut comprendre, hein, si je dois attendre que le gouvernement veuille bien me rembourser, je vais être forcé de transporter les gens sur mon dos jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous pigez? Quand il est seul, il se le dit à lui-même. Oh là, si c'est pas des ennuis en perspective, ça je m'appelle plus Seymour, c'est figé. Pour autant, il ne se défilera pas quand il y a besoin de son aide. Il arrive même que ce soit lui qui arrête les méchants. Parfois on se demande quel est le délire du jour avec Seymour, mais c'est toujours satisfaisant de le voir apparaître car il est gentil, drôle et serviable. Et donc, au bout d'une 20aine d'épisodes, les créateurs se sont dit « Vous savez ce qui manque à Seymour ? Un partenaire méchant, égocentrique et très énervant. » Et dans ses apparitions tardives, Seymour est toujours flanqué de cet odieux personnage, tellement insupportable que Jar Jar Binks aurait honte d'être vu en sa compagnie. Zek le Bec ? Oui, a priori c'est un squatter. Il n'a pas de travail, à part vendre des poissons, je crois. En tout cas, pas trop de revenus, alors il vit au crochet de Seymour et comme celui-ci ne gagne pas assez d'argent à son goût, essaye toujours de l'entraîner dans des coups tordus pour se faire de l'argent sur le dos des clients. Comme Seymour, Zek le Bec a un tic de langage. Il ponctue ses phrases de poil au nez, poil au menton, mais comme des fois il ne trouve pas de rime, il se contente de dire poil au sans jamais finir. Pourquoi ce personnage a-t-il été créé ? Parce que vers le milieu de la série, les créateurs ont été pris d'une frénésie de création de personnages et de mascottes. Bon déjà, tous les Silverhawks vont avoir un faucon comme Tally-Hawk. Enfin, pas comme Tally-Hawk, vu que ceux-là, ce sera des robots. Et même les méchants en auront. Ensuite, de nouveaux Silverhawks vont rejoindre l'équipe, puis encore de nouveaux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait tellement de héros d'un coup qu'on ne sait plus comment les gérer, et qu'il faut inventer des prétextes tous plus bidons les uns que les autres, pour que l'équipe qui intervient ne soit jamais au complet. Je vais les présenter rapidement, mais pas trop m'attarder dessus, parce que cette vidéo est déjà bien assez longue, et qu'ils en seront vraiment les aspects les moins intéressants. Le premier de ces nouveaux Silverhawks, c'est Hotwing. Je le déteste.
Hotwing, comme Copper Kid, rejoint les Silverhawks dans le cadre d'un échange entre la Terre et une autre planète. La particularité de l'espèce de Hotwing n'est pas d'être un mime, c'est d'être un magicien. Magicien au sens où Zatanna est magicienne. Il fait de la prestidigitation pour dissimuler qu'il a de vrais pouvoirs magiques, sauf qu'il ne dissimule rien du tout. Bon, de toute façon, ça n'a aucun sens. Hotwing est un véritable garistou au mauvais sens du terme. Il ne craint rien, réussit tout, plie les rayons de lumière par la force de sa volonté, fait du charme de serpent dans l'espace, n'est surpris par rien, n'est déstabilisé par rien. Si sa vie est menacée, bien sûr qu'il fera de grands discours théâtraux qui sortent de nulle part, sauf qu'en fait, sa vie n'est quasiment jamais menacée, parce qu'il est le dieu du scénarium. Si encore il était sympathique, mais non. Si encore il était classe, mais non. Si encore il était intelligent, mais non. C'est une voie sans issue. Il y a toujours une issue, il suffit de se creuser la tête et de creuser le mur. Cet homme est un génie. Les épisodes centrés sur lui sont complètement bizarres, tellement c'est galère de gérer un personnage qui sait tout faire. Et bien sûr, il y en a énormément. Ça en devient jouissif quand il est neutralisé ou quand il se trompe de tour de magie. C'est simple, dans les épisodes de Hotwing, j'ai envie que les méchants gagnent. Parmi les nouveaux arrivants, c'est le seul dont le concept soit aussi foireux. Et ça ne veut pas forcément dire que les concepts des autres sont efficacement exploités. Flashback est un Silverhawk du futur qui a remonté le temps pour empêcher la mort des Silverhawks dans leur dernière mission et y a réussi. Par contre, un truc qui n'est pas clair, c'est que quand il part de très loin dans le futur, après s'être fait briefer par un Stargazer très vieux. Et quand il retourne à son époque à la fin, c'est un Stargazer jeune qui l'accueille en compagnie de Quicksilver dont il a réussi à empêcher la mort. Soit les animateurs n'ont pas compris l'intention, soit c'est moi qui n'ai pas compris, puisque dans les épisodes suivants, Flashback est présent à l'époque contemporaine des Silverhawks et sa présence est traitée comme quelque chose de normal. Peut-être qu'on est censé comprendre que Flashback ne venait que du futur très proche et que c'est le désespoir d'avoir perdu ses compagnons et non le temps qui a donné à Stargazer cette allure très vieille au début de l'épisode. À moins que le fait d'avoir effacé le futur l'empêche d'y retourner. T'as quand même un problème quand Dragon Ball Z explique mieux le voyage dans le temps que toi. Du fait d'avoir un concept plus précis et plus porteur, Flashback est moins énervant que Hotwing, mais il est doublé par le même doubleur que Quicksilver, et ça c'est perturbant. Ravi de faire votre connaissance. On ne s'est pas déjà rencontrés. Je passe rapidement sur les deux derniers Silverhawks ajoutés dans les tout derniers épisodes. Ce sont plus des gimmicks qu'autre chose. Il y a un petit jeune très rapide et un vieux barbon ami Stargazer qui accepte de sortir de sa retraite pour recommencer à chasser les desperados de l'espace avec son pistolet. Ils n'ont pas le temps de devenir énervants, à cause d'eux on ne voit plus du tout la première équipe, mais on la voyait déjà pas beaucoup avant à cause de Hotwing, et puis ils sont plus génériques que leurs deux prédécesseurs. Inutile de s'attarder dessus, cette série a de très nombreux personnages et je vous ai pas encore parlé des méchants. Ce sont pas des anti-moniteurs ou des Ra's al Ghul, juste une bande de hors-la-loi, décidée à terroriser la population pour qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et se servir de ce qu'ils veulent où ils veulent. Au cours de la série, ils font bien quelques menaces terroristes et prises d'otages, mais leurs frasques se limitent généralement à des casses haut en couleur, l'organisation de loisirs clandestins ou des actes de malveillance mineurs, juste pour le fun ou pour le plaisir de faire fuir les 2-3 spectateurs astrophysiciens qui auraient tenu jusque-là. À leur tête est Monstar. M-O-N****-S-T-A-R. Oui, l'astérisque fait partie du nom. À noter qu'elle est aussi dans le nom de la Lune, Moonstar, et de sa base, Brimstar. Parce que il s'évade au début de la série de la planète pénale où Stargazer l'a fait enfermer il y a des années, quand il était encore assez vigoureux pour faire ce genre de boulot sans avoir besoin de nouvelles recrues. Monstar, dit le maître des planètes, est grand et puissant, et peut le devenir encore plus quand il s'expose aux rayons de Moonstar. Ses motivations peuvent changer au gré des épisodes, mais a priori, il est intéressé par le pouvoir, juste le pouvoir. Enfin, pas le pouvoir au sens responsabilité. Le pouvoir au sens où tout Limbo serait à ses pieds, où personne n'oserait lui faire guili-guili sous les orteils, et où il peut s'accorder des moments de mégalomanie à jouer avec le globe Bedlamest façon le dictateur de Charlie Chaplin. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Il est raisonnablement intelligent, raisonnablement méchant, raisonnablement dangereux, raisonnablement organisé. À part sa super force, il a un rayon oculaire et un calmar de l'espace apprivoisé comme monture. Enfin, apprivoisé à coups d'implant cybernétique pour le soumettre à sa volonté. Il l'aime beaucoup, comme un vrai animal de compagnie, mais il lui met des implants cybernétiques quand même. Ça doit lui coûter cher, si tant est qu'il les payait, car il ne veut jamais payer personne, et trouve 1001 prétextes pour ne pas donner à ses sbires la récompense qu'il leur a promise. Malgré ça, il lui reste dévoué, et il faut les pousser vachement pour qu'ils commencent à envisager de trahir leur patron. Mais dans tous les cas, aucun d'entre eux n'est plus loyal que son bras droit. Yesman, une espèce de serpent à tête humaine qui se déplace en lévitant, en volant peut-être, et se tient toujours à ses côtés. Pourquoi il s'appelle Yesman ?
Jugez plutôt. Oh oui, patron, tout de suite, patron, certainement, patron chéri. C'est une excellente idée, mon petit patron. Voilà, Yes Man in a nutshell. Non, le gag n'évolue jamais, ni le personnage non plus. C'est pourquoi, au bout de 63 épisodes, on est extrêmement surpris de découvrir que Mondstar a une véritable affection pour Yes Man, et que c'est entre eux que se déroulera la scène la plus mignonne de la série. Ne pleure pas, il te reste une grande famille, moi et tous les autres de la bande. Oui bon, l'échelle de mignonitude est assez basse dans le reste des épisodes. Mais c'est quand même assez curieux que quand il y en a, elle implique quasiment toujours les méchants. Skyrunner, mon vieux copain, c'est moi ton maître, je suis enfin de retour. J'aime quand on fasse du mal à mes amis. Si Mondstar a une vraie affection pour Yes Man, qui justifie qu'il le garde à ses côtés malgré son manque de compétences spécifiques et son caractère obséquieux, celui sur qui il compte le plus dans son équipe, c'est lui, Hardware. Contrairement à ce que son design laisse présupposer, Hardware est le cerveau de l'équipe. Les autres membres de la bande à Mondstar ont généralement une compétence unique et un gimmick, mais lui, sa compétence, c'est de savoir inventer n'importe quoi à partir de n'importe quoi pour faire n'importe quoi. À cause de cette inventivité sans limite, il est considéré par les Silverhawks comme le plus dangereux des sbires de Mondstar. Et pourtant, parmi les sbires en question, il y a une espèce de taureau incapable de parler correctement mais assez puissant pour défoncer n'importe quoi, un type capable de tout découper avec ses roues, un type capable d'arrêter le temps, et incapable de déclencher des tempêtes de l'espace et des vagues de froid grâce à son gros diapason. Oui. Et malgré ça, c'est Hardware qui est considéré comme le plus dangereux, et c'est tout à fait crédible. Hardware est intelligent, redoutablement intelligent. Ok, on nous fait parfois tout un cinéma sur son intelligence, alors que concrètement, il vient seulement de fabriquer un cric, mais la plupart du temps, ses inventions et ses machines sont tout à fait efficaces, et nécessitent toutes les ressources des Silverhawks pour être stoppés. Il est également difficile à prendre en défaut. Il peut reconnaître un Silverhawk infiltré, même lorsque celui-ci porte un déguisement intégral. Les lunettes, Quicksilver. Les lunettes, y a que ça de vrai. Je ne pourrais pas vous présenter tous les autres sbires, mais il y en a deux encore dont j'aimerais bien vous dire deux mots. Déjà, Molecular. Ça s'écrit comme ça. Si. Son pouvoir est de déplacer ses molécules pour se transformer en n'importe quoi, même si pour une raison non spécifiée, il garde son ombre quand il se transforme. Il est donc idéal pour les missions d'infiltration et trompera les Silverhawks plusieurs fois avec ses déguisements. Mondstar parvient d'ailleurs à le faire introduire plusieurs fois dans le bureau Stargazer déguisé en objet divers pour accéder à l'information du jour qui va permettre d'établir le plan du jour. Et c'est là que les choses deviennent un peu perturbantes, enfin, encore plus perturbantes que d'habitude. L'une de ces infiltrations est rendue possible en expédiant Molecular transformé en boîte à cigares à Stargazer, en le faisant passer pour un cadeau de ses amis restés sur Terre. Qu'est-ce qui se serait passé si Stargazer avait essayé de fumer un de ses cigares ? Bon, il est expliqué plus tard dans l'épisode que Stargazer ne fume pas, donc ne l'aurait pas fait. Du coup, c'était sans doute ça le plan. Mais du coup, comment Stargazer, qui s'est déjà fait avoir plusieurs fois par Molecular, peut-il croire que ses amis lui envoient des cigares alors qu'il ne fume pas ? Et enfin, il y a Melodia, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les Stormhawks. Oui, cette charmante demoiselle est la seule et unique raison pour laquelle j'ai obligé Hal à se taper l'intégralité de cette série. Je voulais savoir si Stormhawks s'était inspiré de Silverhawks, et plus précisément si Raves était inspiré de Melodia. Au final, je sais toujours pas. Physiquement, il n'y a rien à voir, moralement non plus. Melodia n'est pas une méchante spécialement classe comme Raves. C'est une rockeuse avec une coupe de cheveux pas possible, un caractère surexcité et une voix agaçante de méchante. Comme tous les membres de sa bande, elle est raisonnablement intelligente, raisonnablement efficace dans son boulot de vilaine et raisonnablement dangereuse. Il y a juste cette histoire de rivalité de tireurs d'élite musiciens, commune aux deux séries, qui m'interpelle. Melodia est l'adversaire attitré de Bluegrass. Lui envoie des rayons mortels avec sa guitare, elle en fait autant avec son clavier électrique. C'est le combat du hard rock contre la country. Je dois avouer que le concept me fascinait quand j'étais petite, et s'il y a un truc que j'ai retenu des années après, c'était ça. Dans une série où il y a un bas de l'espace, des professeurs à tête d'ampoule et des calmars qui volent dans le cosmos, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait deux musiciens qui se battaient à coups de musique. Et oui, j'ai voulu revoir la série pour cette seule et unique raison. J'assume. Mais sinon, non, la musique de ces duels musicaux n'est pas spécialement élaborée. Ce qui déçoit, étant donné que l'ambiance musicale générale de la série est très bonne. Et c'est pas à cause de la VF. Chaque fois que j'ai été vérifier des passages musicaux pour voir si c'était bien en VO, j'ai constaté que non. En dépit de la différence de générique, il n'y a pas vraiment de différence entre la VO et la VF. Au point que certains rires sont restés ceux de la VO, et que certains personnages reprennent parfois leur nom de la VO le temps d'un épisode. La traduction est a priori correcte. C'est peut-être le doublage qui est un peu faiblard. J'ai parlé du synthétiseur vocal du petit qui est mis en VO,
et de Quicksilver et Flashback qui ont la même voix en VF. Ça va encore. Mais parfois, on a quelques couacs dans l'enregistrement, comme des moments où un personnage parle avec la voix d'un autre. Et ça, quelque part, c'est dommage, parce que les dialogues, eux, sont très très drôles. Mondstar s'est échappé, enfui, évanoui. Il a fait la belle et pris la clé des chambres. Vous avez saisi? Pas seulement à cause des expressions utilisées qui sont souvent hilarantes. Cet oiseau est plus cinglé qu'un régime de bananes. Nom d'un astéroïde de bois. Ce misérable magicien erre en liberté dans Brimstar, et je te parierai un paquet de cacahuètes contre une glace à la fraise, qu'en ce moment même, il doit fouiner dans ton atelier, à ton nez et à ta barbe. Mais à cause du registre de langage qui est parfois incongruement soutenu. Décidément, ce masque commence à me rendre très mal à l'aise, l'ami. Voyez-vous, puisque nous avons décidé de nous faire mutuellement confiance, je pense, mon cher partenaire, qu'il serait souhaitable que vous l'enlevassiez. On n'oublie pas non plus de jouer sur le fait que les personnages qui parlent sont des créatures extraterrestres. Une embuscade! On en avait autant besoin que dans le 7e bras! Et certains dialogues pourraient tout droit sortir d'un roman Bob Moran. Nous allons faire ça lentement et doucement, professeur. J'aime beaucoup votre style, mais déplacez-vous de 2 degrés à tribord, s'il vous plaît. Oui, 2 degrés à tribord, compris. En plus des erreurs audio de la VF, il y a quelques couacs sur le plan visuel aussi. Rappelez-le, le bouton vert. Les 2 boutons sont blancs. Peu importe après tout, car l'ambiance visuelle, à défaut d'être archi rigoureuse, est inventive, marquante et haute en couleurs. Et puis bon, soyons sérieux 2 minutes, ces visuels sont à la hauteur de l'écriture. Elle n'est pas rigoureuse non plus. Certaines situations ne marchent que si on accepte de ne pas s'interroger trop longtemps sur les tenants et les aboutissants des épisodes. Pourquoi ne pas fabriquer un robot géant tout neuf au lieu d'agrandir Tallyhawk, vu que visiblement c'est interdit de faire un truc comme ça? Pourquoi le gardien de prison corrompu qui a aidé les méchants à s'échapper n'est soudain plus un sujet? Qu'est devenu le civil dont Molecular a pris la place pour déclencher le scénario du jour? Mieux vaut pas trop se demander comment ça marche, de toute façon c'est pas le sujet. Et donc voilà, Silverhawks, c'est incroyablement con. C'est incroyablement con parce que c'est pour les enfants. Mais ce n'est pas grave que ce soit incroyablement con. Seulement, la raison pour laquelle ce n'est pas grave n'est pas parce que c'est pour les enfants. La raison est parce que, malgré le fait d'être con, à cause du fait qu'on s'est dit qu'on pouvait faire des choses un peu connes si c'est pour les enfants, c'est fun. Très fun. Parce qu'il y a quelque chose qui me semble flagrant au visionnage, et flagrant en reparlant. Les auteurs, quel qu'ait été leur projet, leur degré d'investissement et leur respect pour leur public, se sont clairement amusés. Amusés comme des petits fous. Ça ressort de chaque image, et cet amusement est communicatif. J'ai passé un vrai bon moment à revoir cette série. Et rien que pour ça, Silverhawks mérite qu'on s'en souvienne.